reprendre? Je ne sais pas. Oui. Nous allons tenter de reprendre, du moins. Elle est où? Donc, nous allons reprendre nos débats, présentations, réflexions, enthousiasme avec la présentation d'Odile Soubert, puisqu'on dit Odile Soubert, qui est responsable de l'accueil et de la cartothèque et du PEB à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Elle est précédemment titulaire d'un master en sciences humaines et sociales, option ingénierie documentaire, et d'une maîtrise en sciences de l'information et de la documentation. Et elle a intégré les bibliothèques universitaires depuis une douzaine d'années. Et elle y participe à la mise en place de formations à la méthodologie de la recherche documentaire auprès de publics étudiants, donc ça nous concerne presque toutes et tous. Elle a travaillé au maintien de l'activité de la formation en ligne durant la crise sanitaire, et nous savons tous que ça a été loin d'être évident. Depuis septembre 2021, elle a donc intégré la bibliothèque de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Donc je lui laisse la place. Alors la présentation qui a été faite précédemment, elle est si bien faite que je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est... Vous m'entendez? Oui, je disais que la présentation qui a été faite, elle est parfaite. Et si bien que je n'ai pas grand-chose à ajouter sur, on va dire, mon expérience en tous les cas. Mais je tenais à vous dire que je suis une néophyte en termes d'histoire de l'art, puisque je suis arrivée à l'École nationale supérieure de Versailles en septembre 2021. Donc, vous l'aurez compris, auparavant, j'ai tout d'abord travaillé dans les établissements scolaires, les collèges et les lycées, puisque j'ai une formation de documentaliste. Ensuite, j'ai intégré les collectivités territoriales et après, j'ai intégré les bibliothèques universitaires pour enfin atterrir en art et histoire de l'art. Bien, mais je suis très contente. Alors, l'intitulé de mon intervention, vous voyez, c'est très long, c'est la recherche documentaire méthodologique, pierre angulaire pour un parcours de formation optimisé, fluide et pertinent, un levier de performance pour tout apprenant. Donc, il est assez évocateur. Donc, vous aurez peut-être pensé, vous pourriez penser que je vous parlerai de la recherche documentaire proprement dite. Eh bien, non. Mon propos, il s'agit aujourd'hui, à partir de mon expérience en bibliothèque universitaire, vous parler du processus de mise en place d'une formation à la méthodologie de la recherche documentaire. Ça va? Bien, on continue. Alors, rapidement, donc je vous ferai une introduction. Ensuite, je vais vous dire ce que j'ai constaté. Ensuite, je vous parlerai des conditions de mise en place d'une formation. Et il ne suffit pas de la mettre en place, il faut aussi la réussir. Donc, on parlera des conditions de réussite de cette mise en place. Je vous parlerai, mais ça, vous le savez tous, un projet, il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers. Et je vais conclure. Et après la conclusion, si nous avons le temps, j'aimerais vous faire partager l'exemple de l'université Paris-Cité, là où je viens. Alors, que puis-je vous dire? Alors, quand bien même la formation s'est développée plus ou moins selon les universités ou les écoles, la question de sa systématisation reste d'actualité. Et je pense que dans l'Assemblée, vous serez tous d'accord avec moi, toutes et tous. Alors, dans ce contexte, nous savons que les pouvoirs publics ont mis en place des mesures pour faciliter
la mise en œuvre de ces formations à la méthodologie documentaire. Nous les connaissons tous, puisqu'il s'agit en fait de... je fais un peu d'histoire, mais pour ma part, je pense qu'il est important de partir de l'histoire, de savoir d'où l'on part pour aller où. Donc, premièrement, la régionalisation et l'autonomie des universités. On sait que les universités, principalement les universités universitaires, enfin les bibliothèques universitaires, ont sollicité les collectivités locales pour certains financements de certaines actions spécifiques. Par exemple, on sait qu'en 2000, pour lutter contre l'échec scolaire, et toutes ces actions ont permis aux thèmes porteurs comme la méthodologie de la recherche documentaire de trouver naturellement sa place dans les universités. Nous avions aussi connaissance de la mise en place de tutorats. La réforme des universités a permis cette mise en place et la méthodologie de la recherche documentaire a été introduite au plan national dans la 3e unité d'enseignement appelée recherche documentaire, méthodologie de la recherche. Après, il y a eu la politique de contractualisation au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ce qui a permis de financer des actions nouvelles, soit dans le volet documentaire, si les demandes de mise en place de formation émanaient des UFR, et auquel cas, ce plan de formation est introduit dans ce qu'on appelle le contrat quadriennal. Nous avions l'exemple de Toulon pour la sous-direction des bibliothèques et de la documentation à financer le recrutement de tuteurs pour participer aux actions de formation par le service commun de la documentation de Toulon et du Var. À Paris 3, donc pas très loin d'ici, l'équipe a recruté un conservateur spécialement affecté à la formation des usagers. Et quand j'ai dit tout cela, vous pourriez me dire, oui, mais et alors? Donc, on a recruté un conservateur pour faire de la formation. Il existe les contrats quadriennaux, il existe des tuteurs, mais ça nous mène où? Eh bien, c'est justement là où je vais en venir. Je vais vous exposer le constat que j'ai pu faire. Alors, avec toutes les mesures qui ont été mises en place, nous sommes obligés de reconnaître que l'utilité d'enseignements spécifiques en usage et maîtrise de l'information ne fait plus l'objet de débat. Oui, ça serait formidable. Mais le constat est là. Si certaines universités ont réussi à généraliser l'enseignement depuis des années, et c'est le cas, je pense que vous connaissez très bien l'Université de Paris 8 et son expérience, et plus récemment, l'Université Paris-Cité, qui a permis d'introduire la formation documentaire dans les cursus de formation des étudiants. Alors, ces deux structures, pas que, hein, il y en a d'autres, mais je retiens ces deux, font figure, on va dire, d'exception, puisque d'autres, les autres structures qui n'ont pas pu le faire, eh bien, commencent maintenant à réfléchir à la mise en place des formations en méthodologie de la recherche documentaire. Alors, on pourrait se demander pourquoi certaines universités ont déjà réussi à proposer aux étudiants la formation et pourquoi les autres pas. Eh bien, j'ai envie de vous dire que les raisons sont diverses. Et le plus souvent, pour l'avoir vécu, les raisons sont liées au mode de fonctionnement des universités ou des écoles. Par exemple, nous savons tous, quelquefois, il y a un manque d'échange entre bibliothécaires et enseignants, ou quand les échanges existent, mais ce n'est pas évident. Nous savons aussi que quelquefois, nous méconnaissons les activités pédagogiques des enseignants et quelquefois,
il y a tout simplement une absence de communication des professionnels de bibliothèque sur leur savoir-faire. Nous avions cette fâcheuse manie de l'humilité en documentation. On fait beaucoup de choses, mais surtout, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas se mettre en avant. Eh bien, moi, je vous dis, il faut se mettre en avant. Il faut se mettre en avant puisqu'il s'agit de l'avenir des étudiants. Donc, nous n'avons plus le choix. Alors, quand j'ai dit tout ça, donc vous comprenez très bien que la conséquence de tout cela, c'est qu'il faut accorder à la question de formation une place importante et que ce sujet est à l'ordre du jour aujourd'hui dans les universités, quand bien même certaines bibliothèques universitaires sont déjà bien avancées. Alors, j'ai aussi envie de vous dire, tout n'est pas... on y travaille, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein, donc nous progressons, puisque on ne se pose plus de questions sur les objectifs de la formation. Hein. Ça, nous sommes tous convaincus qu'il est nécessaire de former les étudiants, mais par contre, c'est la mise en œuvre de ces formations, la question de la mise en œuvre qui reste à l'ordre du jour. Alors, puisque on s'interroge sur la mise en œuvre, je vous propose maintenant de vous parler des conditions de mise en œuvre d'une formation en recherche documentaire. Moi, j'aime bien faire un peu d'histoire, donc je vais vous parler du contexte. On sait que sociologiquement, il y a quelques années, les universités ont vécu de profondes modifications. S'il faut remonter aux années 2000, il a beaucoup été question de la massification de l'université, ce qui a entraîné une valorisation de l'aspect quantitatif de ces modifications, et que nous savons aujourd'hui que les étudiants qui arrivent à l'université constituent, mais ils ne sont pas tous les mêmes, hein. Ils constituent des groupes homogènes du fait de leur origine sociale différente, les acquis culturels qui sont différents, les formations différentes. Il y en a qui viennent qui ont obtenu un bac professionnel, technologique, il y en a d'autres qui ont eu un bac général. Donc on voit bien que la culture n'est pas la même. Et ce sont ces différences qui peuvent être accentuées pour certains du fait de l'isolement, et nous l'avions tous vécu hein, cette année, l'isolement dû à la Covid-19. Nous savons aussi que l'information se présente de manière foisonnée et que l'étudiant, plus que jamais, pour qu'il ne se perde pas dans ce magma d'informations, il y a nécessité qu'il se fasse former ou qu'il se forme à l'intérieur des structures, mais aussi à l'extérieur des structures. Et enfin, un autre aspect, il s'agit de la virtualité de l'information. Ça progresse vite, il faut aussi se former tout le temps. Alors, je vais faire une petite parenthèse. L'information progresse vite, les outils, tout. La formation, moins. Les propositions de se former au sein des établissements, on n'a pas toujours cette possibilité. On sait très bien qu'on peut former que 2% de la masse salariale dans un établissement. Et donc, il faut une volonté forte, une volonté personnelle pour pouvoir se former en dehors de son établissement. Je vous en parle puisque c'est mon cas. À la bibliothèque de Paris, Paris-Cité, à l'époque c'était Paris 7, lorsque j'ai présenté le projet de formation sur les pédagogies innovantes, on m'a fait youpi, Odile, c'est super, il faut que tu fonces. Lorsque j'ai présenté les formations dont j'avais récapitulé dans un programme de formation, les formations que j'aurais pu suivre pour pouvoir mener à bien ces projets, eh bien là, c'était plus la même chose. Oui. Alors, que faire?
Ne pas se former et s'ennuyer au travail. Donc, ce n'était pas ma volonté. Eh bien, j'ai dû me former personnellement aux pédagogies innovantes. Donc, ça englobe, vous savez, à l'époque, les jeux sérieux, la pédagogie inversée et plein d'autres choses. Alors, je reviens à la virtualité de l'information. La nécessité de se former et que les étudiants se forment à l'intérieur comme à l'extérieur des centres de documentation est plus que jamais à l'ordre du jour, puisque nous faisons actuellement en bibliothèque d'art et d'histoire, notamment à Versailles, un changement de système d'information, de gestion d'information des bibliothèques. Nous travaillons maintenant avec les réseaux sociaux, donc il faut intégrer, il faut suivre les étudiants pour pouvoir rentrer en fait dans le monde, dans leur monde virtuel. Et donc, vous voyez bien que en tant que professionnels, nous n'avons plus le droit de se dire, eh bien, on va beaucoup travailler sur la manière dont les étudiants utilisent nos outils. Mais je pense que maintenant, il faut absolument travailler sur la formation pour permettre à ces étudiants d'utiliser nos outils et en fait d'être autonomes. Alors, que peut-on retenir? Alors, moi, en tous les cas, ce que je retiens de tout ce que j'ai pu dire, c'est savoir trouver l'information, l'évaluer et se l'approprier. Ce sont les atouts pour s'insérer professionnellement. Moi, je fais actuellement l'expérience avec des élèves, des lycéens, qui ont beaucoup les travaux de recherche à faire, et pour certains sont tout à fait au point au sujet de la recherche documentaire et d'autres pas. Et ces élèves qui ne se sont pas familiarisés à la méthodologie ou à la recherche documentaire peinent à mener à bien un projet d'exposé, un projet, ça peut être un projet associatif et autres. Alors, je vous ai parlé donc des conditions, maintenant je vais vous parler des conditions de réussite. Donc là, c'était la condition de mise en place, mais maintenant on va parler de la condition de réussite. Lorsque je vous ai parlé des dispositifs qui existent, moi j'ai eu l'impression de vous faire l'éloge d'un contexte favorable, mais je suis consciente que cela ne suffit pas pour pouvoir développer des formations qui touchent l'ensemble des universités. Alors moi j'ai envie de vous dire que je l'ai expérimenté avec beaucoup de collègues, pas toute seule, pour réussir la mise en place d'une formation, il faut, la chose qui me semble capitale, c'est une volonté politique. Outre cette volonté politique, il faut une coordination de l'ensemble des projets et des moyens, tant au niveau humain que financier. Tout d'abord, je vous parlerai de cette volonté politique. Une collègue qui est intervenue ce matin, d'ailleurs, a parlé de l'initiative de mettre en place une formation et que cette initiative pouvait émaner de différents acteurs. Je suis entièrement d'accord avec elle, puisqu'en bibliothèque universitaire, l'initiative de mettre en place une formation peut venir du président de l'université. C'est le cas de l'université de La Rochelle. Elle peut venir du directeur d'une composante. C'est le cas de l'UFR de langue à Nancy 2. Cette initiative peut aussi venir d'un enseignant. C'est le cas de l'UFR de sciences de Poitiers. Et enfin, d'un directeur de service commun de la documentation. C'est le cas de Toulon et de Paris 3. Alors,
elle l'a dit ce matin, la collègue, quelle que soit la personne qui a pris l'initiative de mettre en place une formation, la volonté politique doit être forte. Et non seulement elle doit être forte, elle doit être affichée. Si elle n'est pas affichée, on ne peut rien faire. Alors, maintenant que j'ai parlé de la volonté politique, j'ai envie de poser la question, quid du projet? Eh bien, le projet, il doit être porté par les institutions de l'université. Alors, pour avoir concerté d'autres collègues de d'autres universités, alors certains collègues ou certaines collègues travaillent sur des projets, mais des projets au niveau local. Il faut voir bien plus loin que ça. Il faut inclure dans nos projets, moi je parle des bibliothèques universitaires, c'est ce que je connais. Je suis en train de découvrir les bibliothèques d'art. J'aurai encore besoin de temps. Mais en tous les cas, mon propos aujourd'hui, je pense qu'il y a une possibilité de tirer de mon expérience des éléments pour pouvoir mettre en place ces formations dans nos écoles. Alors, je disais que le projet, il doit être porté par les institutions de l'université ou des écoles, c'est-à-dire pour les bibliothèques universitaires, les conseils propres à chaque composante, mais aussi par le conseil, comment ça s'appelle, CEVU, Conseil des études de la vie universitaire, et par le conseil d'administration. Donc, vous voyez bien qu'il est impératif d'associer toutes les structures à la mise en place de ces formations et éviter de travailler de manière isolée. Et ce n'est que de cette manière, la formation à l'information pourra s'inscrire dans le projet d'établissement et pourra se traduire en termes de lignes budgétaires. Vous voyez, on y arrive, hein, les lignes budgétaires spécifiques dans les contrats qui seront négociés par les universités, mais aussi avec l'État ou avec les collectivités territoriales, puisque certaines universités, certaines bibliothèques universitaires travaillent avec certaines bibliothèques de collectivités, puisqu'il y a le projet d'ouvrir, elles ont le projet d'ouvrir la bibliothèque universitaire aux lycéens qui sont les futurs apprenants de nos bibliothèques universitaires. Alors après, on a parlé de projets, on a parlé de manière succincte de budget, mais j'y reviendrai plus tard. J'ai envie de vous demander, qu'en est-il de l'articulation de la formation à l'information? Eh bien, au risque de me répéter, elle se fera, parce que ce n'est pas facile. Hein, ce que je suis en train de faire est assez facile, hein, puisque je dis ce qui a été fait, mais après, il y a la mise en pratique dans les universités, et nous savons tous les difficultés, les freins, hein, auxquels on peut faire face. Donc, cette articulation, elle se fera selon les stratégies propres à chaque université et pour nous, à chaque école. Et pour les universités, il y a aussi ce qu'on appelle les logiques de campus complexes. Hein. Et donc, tous ces aspects, il ne faut pas les sous-estimer, puisque c'est leur prise en compte qui nous permettrait justement de réfléchir de manière beaucoup plus, on va dire, de manière beaucoup plus juste, les projets que nous mettrons en place. Alors, je vais vous parler beaucoup de l'Université Paris-Cité, puisque je vous dis que jusqu'en août dernier, j'y ai travaillé. Mais pour moi, c'est un bon exemple. Donc, l'Université de Paris-Cité a monté un projet de formation et à l'intérieur de ce projet, il a intégré ce qu'on appelle un projet complémentaire
sur l'innovation des pédagogies pour obtenir des financements européens, en faisant aussi appel à d'autres partenaires et aussi en faisant appel à ce qu'on appelle le mécénat. Donc, nous l'avions vu, mise en place d'une formation nécessite une volonté politique. Alors, une fois que cette volonté politique s'est affichée, maintenant, il revient aux professionnels de se mettre au travail. Et pour se mettre au travail, il faut une coordination, moi je l'ai appelée une coordination vraie. D'ailleurs, nous avions tous fait l'expérience d'une coordination entre le monde des enseignants et celui des bibliothécaires. C'est très facile. Hein, les relations sont faciles, les choses se font facilement. Non, pas toujours. Mais il faut persévérer. Nous savons aussi que les relations sont quelquefois réduites. Hein, et dans le travail, on sait aussi que dans le travail universitaire, le travail en équipe, la concertation, la coopération ne sont pas toujours développés comme on pourrait le souhaiter. Mais c'est un combat auquel les professionnels de la bibliothéconomie et de la documentation peuvent sortir vainqueurs. Mais attention, moi je parle de combat, mais c'est toujours de bonne guerre. Hein. Nous avions tous les mêmes objectifs final, qui est de former nos étudiants à la méthodologie de la recherche documentaire afin qu'ils soient autonomes dans leurs travaux de recherche futurs. Et on le sait aussi que par nature, les formations sont, il y a une forme de transversalité dans les formations, et c'est ce qui implique automatiquement des intervenants divers. Donc, il y a nécessité, en tous les cas, dans les bibliothèques universitaires, notamment, également Paris-Cité, il y a eu la nomination d'une personne chargée de la coordination des enseignements à l'information. Alors, sans globaliser toutes les structures, il faut tenir compte des contextes situationnels, puisque la coordination va s'effectuer au niveau d'une UFR, ça peut être de plusieurs UFR, ou de l'intégralité des membres de l'université. En tous les cas, la personne chargée de la coordination des formations a plusieurs missions, puisqu'elle est amenée à sensibiliser les équipes pédagogiques. C'est elle qui va mettre en place, en relation, les différents partenaires, et elle va aussi aider à la conception des programmes. Une fois que tout ceci est posé, il faut assurer le suivi des dispositifs mis en place, gérer les moyens qui seront dégagés, organiser la formation des divers intervenants. Et on sait que de manière générale, la gestion des moyens budgétaires dégagés reste à la charge des UFR, tout comme le recrutement des enseignants et la formation des différents intervenants et du ressort du service commun de la documentation et de structures. Moi, je vais parler de l'URFIS puisque ce sont les structures que je connais en termes de formation des professionnels, mais il y a aussi, j'ai dit l'URFIS, il y a aussi Sapien, ce sont des organismes en plus qui sont très avancés sur tout ce qu'on appelle pédagogie innovante. Alors, la personne chargée de coordonner, donc le coordinateur ou la coordinatrice des formations, donc on l'aura compris, c'est quelqu'un qui va relier, qui va aussi agencer des logiques, des pratiques différentes, et elle n'aura pas le choix puisque il faut trouver de la cohérence dans la mise en place de ces formations,
Donc, il va falloir tenir compte de l'expérience, mais aussi des propositions de chaque partie. Et donc, à cette logique va s'ajouter la nécessité d'avoir des moyens. Les moyens, il faut des personnes, il faut de l'argent, ce qui n'est pas toujours facile. D'ailleurs, lors du déjeuner, il y a une collègue qui a parlé des projets qui sont mis en place, qui sont ficelés, mais derrière, les finances ne suivent pas. Donc, ce sont des projets qui deviennent caducs. Les moyens humains. Donc, je rappelle que le projet de formation à la méthodologie de l'information est défini dans le contrat d'établissement. Et s'il est défini dans le contrat d'établissement, ce dernier est censé prévoir les moyens nécessaires à la mise en place et au maintien de la formation dans de meilleures conditions possibles. Alors, quels sont ces moyens humains? Alors, plusieurs acteurs auront un rôle à jouer dans ces formations. Pour ce qui est des bibliothèques universitaires, on retrouve les personnels scientifiques des bibliothèques et des centres de documentation. Mais vous l'avez compris, c'est nous. C'est nous. Et alors, ces personnes très humbles ont tout à fait les qualités pour transmettre un savoir sur l'usage de l'information, puisque, en ce qui concerne les bibliothèques universitaires, nos statuts, mon précédent statut, la formation des usagers fait partie intégrante de nos missions. Donc, nos statuts définissent ce volet de formation. Autre chose, les enseignants des disciplines, nos partenaires, pas que, mais nos partenaires importants, donc ces enseignants des disciplines doivent intervenir dans les formations méthodologiques pour qu'elles dépassent le cadre instrumental, et que ces formations soient vraiment ancrées dans la discipline. Mais il y a un paradoxe. Donc, vous voyez qu'en tant que professionnel de la bibliothéconomie et de la documentation, moi, j'ai besoin des enseignants pour pouvoir mener à bien mon projet de mise en place des formations à la méthodologie de la recherche documentaire. Mais les enseignants des disciplines qui ont la volonté de participer à l'élaboration de ces formations sont dans leur établissement pénalisés. Ils sont pénalisés parce qu'ils passent trop de temps à s'occuper de tout ce qui concerne la méthodologie de la recherche documentaire. On leur demande de consacrer le temps à leurs travaux de recherche. Donc vous voyez comme c'est facile pour nous de mettre en place ces formations. Mais on y arrive. Alors, je viens de parler de cette collaboration avec les enseignants pour avoir discuté avec d'autres collègues. Donc, il y a certains qui me disent « Oui, mais nous, lorsqu'on assure une formation, on n'aime pas trop assurer la formation en présence des enseignants, travailler en collaboration. Voilà, ce n'est pas le même travail. » Je suis tout à fait d'accord. Nous sommes en tous les cas pour ma part, et je le dis aux étudiants, je suis une technicienne de l'information. Je ne suis pas une enseignante. Même si j'ai travaillé en lycée et collège, je reste une technicienne de l'information, donc je connais mon métier et vous connaissez votre métier. Moi, vous, dans la discipline, c'est vous qui êtes les mieux placés. Vous connaissez votre discipline bien mieux que moi. Par contre, le travail
collaboratif qui sera fait entre un enseignant d'une discipline et une technicienne de la documentation, eh bien, c'est un travail complémentaire. Moi, je suis capable, je ne connais pas la discipline, mais je suis celle qui est en mesure de dire à un enseignant ou à un étudiant où se trouve l'information et comment faire pour pouvoir trouver l'information, chercher l'information, trouver l'information et l'exploiter par la suite. L'enseignant, même s'il participe à ma formation, ne peut en aucun cas assurer la formation à ma place. Et puis, il n'y a aucune obligation d'assurer les formations en présence des enseignants. Nous sommes capables de rédiger des cours, nous sommes capables de rédiger des QCM, nous sommes capables de mettre en ligne nos formations, de former les étudiants à distance ou encore en présentiel. Ça, nous savons le faire. Mais le travail de préparation en amont nécessite la présence des enseignants des disciplines. On ne peut pas faire sans, mais eux, ils ne peuvent pas faire sans nous. Et enfin, les autres acteurs qui participent à la formation des étudiants en bibliothèque universitaire, ce sont les tuteurs. Les tuteurs, aujourd'hui, on dit les moniteurs étudiants. Alors, ils interviennent à titre temporaire. Ils sont, dans leur cursus, ils sont avancés, donc ce qui leur permet, en fait, d'être des relais très utiles pour la formation des étudiants en premier cycle, par exemple, puisqu'ils connaissent très bien leur discipline. Ils connaissent mieux la discipline que moi, la professionnelle de la documentation, de la bibliothéconomie. Et puis, travailler avec des moniteurs étudiants ou des tuteurs, c'est toujours agréable. Et pour le travail de sociabilisation dans l'université, moi, j'ai envie de dire, c'est une des meilleures solutions. Mais un bémol subsiste tout de même. Moi, j'ai une formation de documentation, donc les choses peuvent être plus aisées. Mais lorsqu'on recrute des tuteurs ou des moniteurs étudiants, la question des statuts se pose. Et pourquoi je vous parle de statut ? Parce que ces acteurs sont des acteurs non enseignants. Lorsque nous mettons en place une formation, nous dispensons la formation, nous évaluons les étudiants. La question qui se pose, qui a le droit d'évaluer, qui a le droit de noter ? Cette question, elle est vraiment la pierre, j'ai parlé de pierre angulaire dans l'intitulé de mon intervention, mais c'est là que réside la difficulté. Alors, vous dispensez des formations, vous devez évaluer les étudiants, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas les noter. C'est quand même beaucoup plus aisé lorsque la formation est intégrée dans le cursus de la formation universitaire, et c'est le cas à Paris Cité. Alors, vous voyez que toutes ces questions sont liées en fait à la prise en compte des particularités, des spécificités de l'activité de formation, et tout cela soulève quand même des débats. Alors, comment doit-on prendre en compte l'activité pédagogique dans la carrière des bibliothécaires, mais ça peut être la carrière des les professionnels de centres de documentation, des écoles d'art et d'histoire. Comment comptabiliser le temps que nous consacrons à la formation
en direction des étudiants. Et c'est là que je vais vous proposer, je vais vous parler un peu de mon expérience et à Paris, Paris-Cité. Alors, je suis arrivée dans l'université de médecine de Paris 7 en 2014 à l'époque. Oui. Alors, on me dit que le temps est... donc, j'arrive à la fin. J'arrive vraiment à la fin. Et donc, en 2014, la formation existait, mais n'était pas encore intégrée. Donc, pour intégrer la formation dans le cursus, il y a eu une mise à plat de tous les profils de poste. Et de cette mise à plat a émergé ce qu'on appelle je ne sais plus comment on dit, mais en tous les cas, on va dire un métier. Et pour moi, je suis devenue formatrice. Alors, sur mes 100% d'équivalent temps plein, je faisais de la formation à 80%, et 10% pour la gestion du service périodique et 10% pour le service public. Ça a beaucoup facilité mes missions. Alors, le temps s'est écoulé, donc moi je vous propose de conclure en disant que on a parlé de formation, on a parlé d'étudiants. Nous savons que les étudiants se forment parce qu'ils auront des travaux de recherche à faire, ils auront des écrits à faire. Donc, j'ai envie de dire, puisque l'écriture d'un texte scientifique, nous le savons, que ce soit un rapport de stage, un mémoire de diplôme d'État, ces travaux supposent une recherche d'information approfondie et que cette recherche d'information va prendre appui sur ce qu'on appelle des écrits antérieurs, que ce soit des ouvrages, nous les avons tous dans nos structures, les articles, les périodiques, des revues et que sais-je. Alors, puisque nous savons tout ça et que, de surcroît, l'information que les étudiants vont choisir et exploiter vont permettre de développer leur réflexion personnelle. Alors, en tant que professionnel et puis des personnes qui travaillent sur des projets, pourquoi n'aurait-on pas tout intérêt à enseigner la recherche documentaire dès le plus jeune âge de la scolarité? Et pour terminer, j'ai envie de dire, concernant nos données d'enquête, jusqu'à maintenant, il y a plus de 15 ans, je travaille dans l'information, et toutes les enquêtes qui sont menées portent sur l'utilisation que les étudiants font de nos ressources, mais pas par les données concernant la réussite des étudiants du fait d'avoir utilisé nos ressources. Voilà. Ma conclusion s'arrêtera là et je ne vous dis pas si vous avez des questions puisqu'il n'y a plus le temps. Voilà. Mais en tous les cas, pas de questions? Alors, pour la présentation suivante, nous allons aller sur la table ronde sur les portails documentaires. Quelle offre numérique pour quels besoins? On était... J'ai mis 40 minutes. 30 minutes. 30. Ouais, ok. 15h30. Alors, nous avons 3 invités pour cette table ronde. Alors, 3 invités pour cette table ronde. Nous allons avoir Sophie Anopel-Cabrignac. Alors, Sophie Anopel-Cabrignac est chef de projet du système d'information documentaire du réseau de bibliothèques des écoles nationales supérieures d'architecture Archires.
Alors, je vous les présenter après plus en détail. Céline Natil, qui est responsable du centre de documentation Malkval, et Stéphanie Verdaven, qui est responsable de la bibliothèque Dominique Bozzo-Dulam. Et la table ronde sera animée par Sophie Dérault. Donc l'année dernière, nous avions parlé pas mal de tout ce qui était offre en ligne, valorisation du signalement. Donc l'idée n'est pas de faire une suite pour ceux qui, de rattrapage pour ceux qui n'avaient pas pu assister à la rencontre de l'année dernière, mais plutôt de parler pendant une grosse demi-heure des portails dans ce qu'ils peuvent nous apporter comme relation avec nos publics, puisque, et les 2 dernières années qui viennent de passer le montrent bien, c'est souvent la première interface, le premier contact d'une bonne proportion de nos publics, ça a été largement dit ce matin, avec nos institutions, voire nos collections, si on parle de tout l'aspect numérique ou des aspects de signalement. Donc j'ai le plaisir dans cette table ronde d'accueillir 3 initiatives de portail qui varient un peu les unes des autres, et c'est leur complémentarité qui, nous l'espérons, va apporter une discussion féconde. Nous allons commencer par une présentation des portails les uns après les autres. On commence par Anne-Sophie. Tenez. Alors, oui, vous m'entendez, oui. Alors, donc effectivement, moi je vais vous présenter oralement, comme ça, les grandes caractéristiques d'un tout nouveau portail qui vient de voir le jour, donc qui n'est pas entièrement neuf dans la mesure où il remplace un portail préexistant, mais qui est donc entièrement rénové, qui est le portail des 20 bibliothèques des Écoles nationales supérieures d'architecture, donc Archires. Donc, portail qui a vu le jour le 28 mars, donc vraiment qui est tout récent, qui est actuellement en VSR, donc en production, mais complètement sous la critique des usagers, qui font remonter dysfonctionnements, anomalies, mais c'est pas là-dessus que j'insisterai, c'est quand même un portail qui apporte de nouveaux services. Voilà, alors je ne sais pas jusqu'où je vais dans la description de ce portail. Est-ce que je le décris Peut-être que vous pourriez décrire, la chronologie c'est un peu fait, à quel type de public il s'adresse. D'accord. Voilà. Alors donc, quels sont les usagers de ce portail ? Tout le monde, je dirais, mais principalement les étudiants des écoles d'architecture, ce qui correspond donc à 25 000 usagers potentiels, donc une petite université. Les enseignants de ces étudiants, et puis des personnes extérieures aussi, qui peuvent tout à fait s'inscrire et consulter les données de ce portail, moyennant une inscription liée à une école. Mais la majorité, ce sont donc des étudiants, pour des catégories de documents qui sont extrêmement classiques, des livres, des périodiques, des documents audiovisuels, beaucoup, dont la thématique est centrée sur l'architecture, le design, l'urbanisme, les paysages. Et la particularité des types de documents, c'est 2 choses. Ce sont des dépouillements d'articles de périodiques. Il y a toute une organisation au sein du réseau pour dépouiller de nombreux titres. Et surtout les travaux d'étudiants. Voilà, les travaux de fin d'année qui sont des travaux numériques et qui sont donc consultables selon un certain nombre de restrictions de droits d'accès. C'est l'une des thématiques sans doute qui va ressortir au niveau des usages du numérique. Voilà, donc nous sommes en pleine vérification des statistiques de consultation de ce nouveau portail. Tout est extrêmement récent. Et voilà. Merci. Céline ? Oui. Alors moi, je vais vous le montrer. Peut-être pour commencer, peut-être 2-3 mots sur le musée. Et vous pouvez pousser le micro. Évidemment, il y a... Comment ? Ah oui, merci. Si je ne l'écris pas comme il faut. Donc, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne a ouvert ses portes fin 2005 à Vitry-sur-Seine, donc dans la banlieue sud de Paris. C'est un musée départemental. C'est un projet assez spécifique puisque c'est un projet qui s'est implanté dans une banlieue politique de la ville auprès d'une population qui n'a pas l'habitude d'aller au musée.
Et donc, dès le départ, ce projet a été pensé pour être un lieu de vie et d'accueil de tous les publics. Et donc, le centre de documentation du musée est, depuis l'ouverture, ouvert à tous les publics en accès libre. Alors, on a à la fois des missions classiques de centre de documentation de musée. Nous sommes là pour répondre aux besoins documentaires de nos collègues. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, le gros morceau de notre travail. Donc le portail est d'abord un outil pour les collègues du musée. Et puis ce portail, il était très important pour nous parce que c'est un enjeu de visibilité. En étant en banlieue parisienne, dans l'ombre de la capitale et de son offre culturelle et documentaire pléthorique, il nous fallait un outil qui nous permette de rendre visibles nos fonds, la particularité de certains fonds. On est à la fois une bibliothèque de recherche et une bibliothèque patrimoniale. Et donc de pouvoir valoriser, donner accès et permettre auprès des publics, d'étudiants, de chercheurs spécialistes de pouvoir faire une recherche avant de savoir s'ils allaient se déplacer jusqu'à nous en banlieue parisienne. Donc ça, c'était le premier enjeu, la visibilité et la valorisation et permettre aux chercheurs une première recherche. Et puis ce portail, comme une partie de notre public, alors on a la deuxième spécificité, c'est qu'on est très associé à la médiation du musée. On a, à partir d'un fonds spécifique qu'on développe, qui est un fonds de livre d'artistes, on a développé des formats de visite et de médiation. On s'est aperçu que le livre d'artiste était un formidable outil de médiation pour parler d'art contemporain aux enfants. Donc on a développé des formats de médiation et donc ce portail s'adresse aussi à des publics, alors ça peut être des scolaires, des enseignants, des médiateurs, on a des projets avec des crèches, donc d'où d'emblée, quand vous êtes sur la page du portail, donc vous avez, comme beaucoup, cet onglet de recherche sur l'ensemble des fonds, mais on a tout de suite valorisé d'emblée trois alors, fonds, services, offres pour trois publics vraiment très différents. Les publics cibles des médiations avec l'onglet, avec ce visite et atelier. On gère la photothèque du musée, donc on gère toutes les demandes de reproduction de photos. On a des gens qui accèdent au portail que pour ces demandes-là. Donc d'emblée, il fallait que dès la page d'accueil, ils puissent y accéder. Et puis ce fonds qu'on souhaitait valoriser de livres d'artistes. Donc ça correspond tout de suite à des typologies de publics bien particuliers. Que vous dire d'autre sur ce portail? C'est le deuxième pour nous. Le premier avait été mis en ligne, je ne sais plus, 2008-2009. Il fédérait un ensemble d'outils très différents logiciels professionnels, et c'était l'interface qui permettait d'accéder à l'ensemble des bases. Maintenant, nous avons un seul outil derrière ce portail, un seul outil professionnel qui nous permet de traiter l'ensemble des fonds et d'avoir une interface unique. Donc, j'en parle parce que à la fois, en changeant de portail, on a fait un bond technologique énorme et en même temps, ce portail, il est beaucoup plus ouvert, mais on en reparlera peut-être après, beaucoup plus ouvert sur le web. Donc, en termes de recherche, les moteurs de recherche font remonter assez facilement des données de notre portail. Donc, pour nous, c'était un enjeu énorme. Et on va enchaîner avec Stéphanie. Oui, donc bonjour à tous. Avant de dire un mot sur le portail de la bibliothèque Dominique Bozzo-du-Lam, je tenais à représenter rapidement la bibliothèque elle-même. Donc c'est une bibliothèque qui a ouvert ses portes en 1983, en même temps que le musée. Et c'est quelque chose que je tiens à signaler parce que c'est vrai que c'était une volonté au départ d'un couple, de Jean et Geneviève Mazurel, les donateurs de la collection d'art moderne à l'origine de la création du musée, qui ont souhaité, qui étaient partie prenante dans l'élaboration du projet, dans l'architecture du musée, qui ont souhaité effectivement que ce musée dispose d'un lieu de ressources, d'une bibliothèque accessible à tous. Donc la bibliothèque elle est riche de plus de 50 000 références sur l'art moderne, l'art contemporain et l'art brut, les trois composantes des collections du musée. Notre particularité aussi, c'est que nous conservons un fonds patrimonial composé de livres illustrés, de gravures originales d'artistes comme Picasso, Léger, Miro ou encore Matisse, et de livres illustrés comme Auvac-Val. Nos livres illustrés ont une petite particularité, c'est que certains d'entre eux, une petite centaine,
ont un double statut, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans le catalogue de la bibliothèque avec un numéro d'inventaire bibliothèque, et ils sont aussi œuvres du musée avec un numéro d'inventaire d'œuvres. Donc vous pouvez les trouver à la fois dans le catalogue de la bibliothèque et dans la collection en ligne du musée. Donc voilà, il y a double statut pour ces ouvrages. Et puis, depuis 1999, date à laquelle le musée a reçu une donation d'œuvres d'art brut de la part de l'association La Racine, la bibliothèque a, dans le même temps, reçu toute la bibliothèque et toutes les archives de cette association. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à nos acquisitions qui tendent à l'exhaustivité sur l'art brut, la bibliothèque est vraiment une bibliothèque de référence dans ce domaine. D'ailleurs, nous venons de déposer notre dossier de candidature pour tenter d'obtenir le label Collection d'excellence pour la recherche, donc pour nos fonds d'art brut. Et donc, depuis 1999, outre les ouvrages et les périodiques sur l'art brut, nous avons aussi reçu, soit par don ou par des acquisitions, beaucoup de fonds d'archives privés sur l'art brut, mais sur l'art brut aussi avec les relations entre l'art brut et la médecine, la psychiatrie, l'ésotérisme et le spiritisme, qui sont des choses très, très imbriquées entre elles. Voilà, pour vous donner un gros aperçu finalement des collections de la bibliothèque. Comme au MACVAL, on a un public qui est similaire. On a du grand public parce qu'on a des actions de médiation, une programmation culturelle avec des ateliers destinés aux scolaires ou au grand public. On a un public également de chercheurs, des étudiants, enseignants-chercheurs, doctorants. Et puis, nous avons également, comme au MACVAL, donc le public interne du musée, donc toute l'équipe de conservation, les guides, parfois la communication aussi qui vient consulter des ouvrages pour leur production. C'est vraiment une part très importante et on le verra un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a développé des services par notre portail qui sont exclusivement réservés aux salariés du musée, à l'équipe du musée. Et on le verra aussi plus tard pour des questions de droit essentiellement. Et donc notre portail, j'en avais dit un mot rapidement, je crois, l'année dernière lors des journées des catalogueurs. J'avais donc présenté rapidement le portail. Donc nous, on l'a mis en ligne en mars 2021, donc ça fait un petit peu plus d'un an. Et de nouveau, similitude avec le MACVAL, on a fait le choix du même outil, Syracuse. Ce qui a guidé notre choix à l'époque d'un point de vue technique, c'était surtout de pouvoir avoir un portail qui serait un accès unifié à l'ensemble de nos ressources, parce que comme je le disais, on a des fonds très différents, des fonds documentaires et des fonds d'archives, et l'idée c'était effectivement d'avoir un outil qui permette d'interroger le catalogue de la bibliothèèque, nos fonds d'archives, qui sont au départ signalés dans le catalogue général des manuscrits du CCFR, donc qui sont saisis dans l'outil Tapir, et qui sont exportés et importés manuellement dans Syracuse. Mais ça, c'est très rapide à faire et finalement, à l'interrogation, c'est très fluide. Enfin, je l'espère, en tout cas, ça a été voulu comme ça, très fluide pour l'utilisateur du portail. Et puis, on avait aussi développé, ça existe toujours, une base Omeka en 2018 sur les habitants paysagistes documentés par énormément de photographies. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir récupérer ces notices photos, de pouvoir visionner aussi ces photos sur le portail. Donc ça, c'est grâce à un moissonnage OAI PMH. Et donc, du coup, c'est vrai que Syracuse nous a permis effectivement d'avoir techniquement cette interrogation globale de toutes ces ressources. Merci Stéphanie. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'étaient vos différents portails, on a déjà vu des choses qui se dégagent autour du signalement des collections, des relations au public. Justement, sur cette question des relations au public, on pourrait peut-être voir pour chacun de vos cas, qu'est-ce que n'est pas le portail ? Comment est-ce que qu'est-ce que le public ne va pas trouver, ou qu'est-ce que les bibliothécaires ont une certaine frustration de ne pas pouvoir implémenter, parce que je pense on rêve tous et toutes du portail idéal qui nous permettrait de mettre en avant nos collections, de donner à voir tous nos services et que les publics comprennent absolument parfaitement ce que nous faisons et ce que nous leur proposons. Mais parfois, tout ne fonctionne pas comme on veut. Est-ce que vous pourriez chacune nous donner un point nodal de ces questions de difficultés, que ce soit des questions de droit, des questions de service, des questions de dimensions éventuellement non utilisées des portails dans votre relation au public ? Qui veut commencer ?
disons, avant de répondre, je m'aperçois au vu de vos descriptions que j'ai été très rapide parce que je ne savais pas jusqu'à quelle précision je pouvais aller dès le départ. Donc, je voudrais quand même rajouter quelques informations, pardonnez-moi, mais je trouve que j'étais un peu trop rapide. Je pensais qu'on compléterait après. Je voulais juste dire, au-delà de ce que je vous ai présenté, qu'il y a donc des similitudes avec votre portail, puisque nous aussi, nous avons un catalogue, disons, qui est mutualisé sur les 20 écoles, je vous l'ai dit, mais nous avons aussi une agrégation de contenus complémentaires qui sont des catalogues extérieurs au catalogue mutualisé des 20 écoles, qui sont les catalogues de nos partenaires, des laboratoires de recherche des écoles, et également des bases de données d'e-books et de VOD qui viennent compléter, qui sont également donc moissonnés pour un accès unifié. Ce qui me semble être aujourd'hui l'intérêt d'un portail, c'est effectivement cet agrégat de contenu pour rendre plus riche, et également une interrogation unifiée qui permet donc de sélectionner les sources. Je veux tout, je veux juste un petit peu, je veux le catalogue de 3-4 écoles, plus les labos ou pas, etc. Donc ça, ce sont des choses qui n'existaient pas dans notre précédent portail. Et du coup, j'en viens ensuite à dire les difficultés qu'on peut avoir avec un tel portail, c'est la complexité que l'on donne à voir. Ça a déjà été évoqué à travers des questions de formation ou de nécessaires ou pas, mais plutôt nécessaires très certainement. Et pour nous, c'est une question, puisque ce portail est si nouveau et enrichi, on a voulu tout donner, tout montrer, et c'est une vraie question, puisque c'est pas toujours facile. Il y a des questions d'ergonomie derrière. Le portail était entièrement nouveau d'un point de vue graphique et ergonomique, et sans cesse on s'est posé la question de est-ce que c'est facile à trouver, est-ce qu'on comprend, d'autant qu'après je vous laisse bien sûr, mais nous on a cette complexité qui vient se rajouter dans notre portail, qu'on a toujours deux niveaux. On a le niveau archi-RES, c'est-à-dire les 20 écoles, plus les partenaires, plus les labos, tous ensemble. Et puis, non, moi je suis étudiante de telle école, on va dire Paris-Belleville. Je veux savoir uniquement, dans un premier temps, ce qui m'intéresse à Paris-Belleville. Donc on a deux niveaux. Le niveau école individuelle, on va dire, avec une fiche bibliothèque qui vient décrire l'ensemble précisément. Et lorsque je fais ma requête, elle est filtrée sur cette école, donc c'est complexe. Enfin, les deux niveaux à faire comprendre sont complexes. Et puis, en général, je veux savoir tout ce qu'il y a dans le catalogue. Je ne suis pas filtrée sur mon école, je ne suis pas connectée, authentifiée. Voilà, donc là, j'ai toutes les réponses de tout le monde, et après, par les facettes, voilà. Donc, je crois qu'il y a un vrai sujet sur le type de recherche qu'on offre, leur clarté et l'exploitation, on y reviendra peut-être, de tout ce qui est indexation, mots-clés, thésaurus, etc. Voilà, donc je vous laisse poursuivre et compléter. Peut-être pour ce qu'il n'est pas ou ce que le public ne trouve pas. Nous, en art contemporain, on a le gros sujet qui est la question des droits, qui évidemment nous limite énormément. Droit, alors il y a tout ce qui est le droit lié, que vous connaissez bien en documentation. Nous, par exemple, on produit un panorama de presse papier. Il n'est évidemment pas en numérique dans le portail pour des questions de droit CFC. On va trouver le sommaire du panorama de presse, et puis juste le sommaire. Éventuellement, si les gens veulent un article, ils nous contactent ou ils se déplacent, etc. Donc ça, j'allais dire, il y a tous les droits liés à la production documentaire qui nous limitent énormément. Et en plus, nous, en art contemporain, il y a la question des droits de reproduction. Alors, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on n'a pas les moyens. Nous, la collection du musée, elle est sur la scène artistique en France des années 50 à nos jours. 90% des artistes sont à la DAGP, et que si on devait mettre en ligne tout ce que l'on souhaite mettre en ligne, on n'a absolument pas les budgets. On estime qu'on multiplierait au moins par 10 le budget ADAGP du musée. Donc, tout simplement, si vous allez faire une recherche dans notre photothèque, eh bien, vous avez de magnifiques notices. Enfin, j'ai magnifique façon de parler. Et donc, vous avez des notices. Et voilà.
vous n'accédez pas à la photothèque. Donc, évidemment, c'est très frustrant, et pour nous et pour les chercheurs. Évidemment, les personnels du musée ont des codes d'accès qui leur permet d'accéder aux images, de pouvoir les télécharger même directement. Hein. Donc, si le webmaster a besoin d'une photo, si la chargée des éditions a besoin d'une photo, voilà. Ils sont autonomes s'ils le veulent. En fait, ils préfèrent beaucoup passer par nous, mais voilà. On a beau leur montrer, leur remontrer qu'en 2 clics, ils ont la photo, c'est plus rapide que de nous faire un mail, mais c'est pas grave. Certains préfèrent ou venir nous voir au centre de documentation. Donc ça, c'est le premier aspect qui est évidemment très embêtant et qui limite beaucoup ce que l'on peut offrir. Alors, comment pourrais-je dire, on a quand même quelques visuels via la base des collections, mais la photothèque du musée, ce n'est pas que les œuvres. Hein. La collection, c'est plein de reportages sur la vie du musée, c'est des conférences, c'est des soirées de vernissage, c'est des photos d'artistes en atelier, etc. Donc on peut retrouver les visuels sur la base des collections, mais en tout cas, on n'a pas accès à l'ensemble de la photothèque, et ça nous limite. D'autant plus qu'avec la pandémie, la demande de numérique, elle explose, évidemment. Alors nous, on a, comme beaucoup d'entre vous, on a une chute de la fréquentation physique. Nous, les lecteurs, ne sont pas encore de retour. Ça, évidemment. Nous, le portail documentaire, en 2 ans, c'est plus 35% de fréquentation, par contre. Par contre, avec des publics qui s'attendent à, comme ils ont accès à beaucoup de contenu sur Internet, ils ne comprennent pas pourquoi nous, on ne met pas plein de contenu. Alors, on parle des formations, à nous, la question de la formation au droit en recherche documentaire, c'est un gros sujet, et on passe notre temps à leur expliquer pourquoi. Soit il faut qu'ils se déplacent au musée pour avoir pourquoi il faut qu'ils se déplacent au musée pour avoir certains contenus. Évidemment, pour des chercheurs qui se trouvent très loin, qui n'ont pas la possibilité, on a des comptes spécifiques qu'on active pour une durée très très courte, pour leur permettre, par exemple, d'accéder à la photothèque, pour sélectionner les photos. Par contre, ils ne peuvent pas les récupérer. On a tout un service autour pour des questions aussi ils doivent remplir des autorisations, etc. Mais voilà, donc ça, c'est la grosse frustration où on a plein d'idées en termes de production et de services documentaires, mais on n'a absolument pas les moyens. Et puis, juste en sujet, nous, pareil, avec la pandémie, on s'est posé beaucoup la question de l'achat d'e-books et de revues électroniques, parce que ça, c'était une vraie demande de nos collègues. Alors, pareil, pour des questions de budget, on reste un petit centre de documentation de musée avec un tout petit budget. On n'a absolument pas les moyens de s'abonner à des offres de bouquets numériques. Enfin, d'abord, on n'a pas d'intérêt à avoir accès à des offres encyclopédiques, mais voilà, il y a des prestataires qui ont développé une solution, on va s'y intéresser. Je ne la nommerai pas parce que je ne sais pas si en termes de publicité, voilà. Mais pour du e-book, on se pose la question, mais je pense qu'on va être assez vite limité pour des questions de coût, en fait. Stéphanie ? Oui. Donc, pour répondre à ta question, donc qu'est-ce que n'est pas le portail documentaire ? Donc nous, en fait, quand on a lancé la phase projet du portail, on était au début du tout premier confinement. Donc du coup, on a eu du temps avec les confinements successifs de penser le projet. La phase projet, a duré 1 an. Et c'est vrai que dans cette phase, on a eu l'occasion de monter un groupe de travail en interne sur justement ce que devait être ce portail en termes de ressources, de contenu, d'informations. Donc dans ce groupe de travail, forcément, il y avait l'équipe de la bibliothèque. On avait aussi demandé à des personnes de notre service communication d'être présents. Et puis forcément, la conservation, conservateur et attaché de conservation. Et l'idée de ce qui était ressorti des discussions, c'était effectivement que ça ne devait pas être un site web bis institutionnel, puisque ce sont des choses extrêmement différentes. Et dans ce sens-là, nous, on a souhaité que les informations ne soient pas redondantes. C'est-à-dire que les informations présentes sur le site web, sur les expositions, sur la vie du musée, la vie des collections, ne soient pas remachinées, c'est pas un joli mot, mais reprises en tout cas telles quelles sur le portail de la bibliothèque. Parce qu'effectivement, outre ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'accès aux ressources, il y a aussi toute une partie de contenu éditorial qui est possible. Et c'est là où, effectivement, on peut avoir une espèce peut-être de mise en concurrence avec le site web institutionnel. Et là, il y a des discussions avec le service communication qui se font.
pour savoir qui va parler de quoi, de quels sont les axes, en fait, quels sont les publics du site web et quels sont les publics du portail. Alors, très clairement, nous, on nous a dit, vous êtes la recherche. Certes, après on a quand même une activité de médiation, ce que j'ai évoqué, et puis effectivement ce que j'ai évoqué aussi tout en préambule, c'est que la volonté au départ de Jean et Geneviève Mazurel, c'est qu'on soit accessible à tous, donc il faut essayer de combiner tout ça de façon intelligente. Donc je sais qu'au MACVAL vous avez eu la même réflexion aussi, et que l'idée c'était effectivement de créer plutôt des liens de l'un à l'autre, des passerelles pour effectivement créer des rebonds et rebondir, et ne pas avoir des informations qu'on retrouverait des deux côtés de la même façon. C'est un telle idée. Je ne dis pas qu'on est dans quelque chose de parfait, mais c'était vraiment l'idée. Et en ce sens, effectivement, on s'est dit, on n'est pas le site web de l'institution. Par contre, pour nous, c'est un véritable enjeu de visibilité en tant que bibliothèque de musée, parce que moi, je le vois dans les présentations de livres précieux qu'on peut faire, que ce soit au scolaire. Alors, au scolaire, je l'entends bien, mais même pour les adultes, quand je commence, j'ai toujours ma petite question rituelle de début, qui est est-ce que vous aviez la connaissance, est-ce que vous saviez qu'il existait une bibliothèque dans le musée? Alors, à 99%, les réponses, c'est non. Donc, je ne désespère pas de faire baisser un petit peu les chiffres, mais donc effectivement, c'est un véritable enjeu de visibilité d'avoir pour nous ce portail, mais par contre, il faut qu'on réfléchisse au contenu. Et puis moi, j'avais évoqué effectivement, quand on s'était entrevus par visio pour préparer les choses, j'avais évoqué la question aussi de sites institutionnels, de sites web de grosses institutions comme le Centre Pompidou, par exemple, qui effectivement aujourd'hui permettent, grâce à des moteurs de recherche très puissants, effectivement, d'interroger, d'avoir des tas de ressources, des tas d'informations sur les artistes, les œuvres, dans quelles expositions ces œuvres étaient présentées, et puis aussi des ressources numériques, finalement, des podcasts, des vidéos, ce genre de choses. Donc, effectivement, là, du coup, ça a créé un mélange, et là, la réflexion que nous, on avait eue, du coup, elle n'est peut-être pas forcément la bonne, je ne sais pas, à suivre. Céline disait que la fréquentation du portail avait augmenté en flèche, et c'est effectivement, je pense que toutes les institutions ici présentes qui ont un portail un petit peu dédié s'en rendent compte, c'est effectivement un réel enjeu de visibilité parce qu'il ne peut pas y avoir exactement les mêmes choses sur le site web institutionnel et sur le portail de documentation. On pourrait peut-être, pour finir de manière plus positive, parler de ce qu'ont apporté un petit peu ces 2 dernières années, de l'amélioration, peut-être l'affinage, les services particuliers qui ont pu être développés par rapport au public sur les interfaces dédiées à la documentation que sont les portails. Alors évidemment, le Archirez est tout récent, tout neuf, donc n'a pas encore connu la pandémie. On lui souhaite de la connaître le plus tard possible, à nous aussi. Mais il y a quand même peut-être eu des apprentissages de cette période qui ont permis d'autres développements. Il y avait un portail Archirez, oui. Parce que depuis 2014, il existait ce portail. Donc il a vécu pleinement, de plein fouet, tout ce que vous avez tous vécu et que nous avons partagé. Et voilà. Mais disons qu'en termes de services, évidemment, ce qu'on en a retenu, c'est maintenant une tarte à la crème de dire qu'on a développé nos ressources numériques. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on en avait très très peu. Donc essentiellement nos travaux d'étudiants, comme je l'ai dit en tout début. Donc les 2 grands abonnements que l'on a pris pour avoir des e-books en importance et de la vidéo à la demande, ça va vraiment changer les choses. Et il y a eu un gros investissement du ministère avec également un projet de numériser également les conférences qui ont lieu dans chaque école afin qu'elles soient disponibles en respectant les droits, ce qui est une affaire complexe. Toutes les conférences en ligne qui ont lieu donc au sein des écoles. Sinon, en termes de services, on a voulu les développer effectivement, mais ce sont des outils que les nouveaux logiciels de gestion de portail peuvent offrir. Je vais passer les réservations, les historiques de prêt et de recherche que tout le monde connaît. Peut-être que vous connaissez moins, je ne sais pas. On a développé un service qui s'appelle Parcourir l'étagère, puisque notre nouvel outil nous permettait de le faire. Ce qui fait que effectivement, on est face à une cote et on peut regarder ce qu'il y a avant et après cette cote, comme si on était sur place et qu'on parcourait l'étagère. Donc ça, c'est développé suite à notre demande. La citation de documents, c'est quelque chose qui n'existait pas. On a aussi des choses qui permettent de gérer
ces consultations. Donc, est-ce que ça va être utilisé? Je ne le sais pas encore, mais de type, ça j'ai déjà consulté, ces notices-là, je me les mets en vue de les consulter, ça, c'est mes préférés, ça, enfin, vous voyez, une gestion de la consultation de notices. Donc ça nous a paru intéressant. On peut aussi paramétrer des recherches préférées qu'on peut relancer. Et on a mis aussi en place, pensant que là aussi ça allait faciliter les accès, des accès thématiques prédéfinis qui exploitent notre thésaurus. Donc ça peut être sur des grandes thématiques, pas toujours très faciles à trouver parce qu'elles sont très profondément dans le thésaurus. Donc, on y accède donc désormais directement, ou ce sont aussi des thématiques qui sont, j'allais dire, au goût du jour dans les enseignements de l'année universitaire en cours. Et donc, du coup, on va directement, en interrogeant parfois des thématiques complexes à trouver dans le thésaurus. Voilà. Donc, ça, ce sont les nouveautés mises en place qui sont un peu à la fois des enseignements des problèmes d'accès aux documents que nous avons éprouvés avec la pandémie et également liés aux propositions d'un tout nouvel outil beaucoup plus riche que ce que nous avions avant. Alors, nous, en termes d'offres de services, on avait déjà beaucoup de choses, on avait déjà mis beaucoup de choses en place avant la pandémie. C'est plutôt la relation au public, et en tout cas à nos publics internes, qui a été énormément modifiée à la fois par les périodes de confinement, de télétravail et de télétravail qui se poursuivent, en fait. Donc, on a fait un gros travail, et entre autres fait par ma collègue qui est dans la salle, Aurélie, qui administre le portail. On a fait un gros travail qu'on n'avait jamais le temps de faire. Hein. Donc, elle a référencé toutes les archives de la médiation du musée. Voilà, entre autres, tous les textes qui peuvent être produits pour la médiation, tous les carnets, les livrets, les dossiers pédagogiques, etc. Donc ça, c'est un gros travail pour permettre aux collègues, au point de départ, c'était pour permettre aux collègues de pouvoir avoir accès à cette documentation à distance. Évidemment, c'est aussi très utile pour le public. Et là, pour le coup, comme ce sont nos productions, on a accès au PDF, même sans être authentifié. On a par contre aussi récupéré toutes nous éditons au musée des catalogues, d'expositions, de collections, des livres d'artistes jeunesse, etc. Donc on a récupéré tous les PDF là accessibles que pour les collègues. Donc voilà, c'est plutôt permettre aux collègues d'accéder à un certain nombre de documentations. Aurélie a fait aussi un gros travail de rétrospective sur les productions audiovisuelles du musée, productions qui sont stockées sur Vimeo pour des questions de coût d'hébergement aussi. C'était une plateforme qui était utilisée par la responsable des productions audiovisuelles avant qu'on ait le portail. Et on a fait le choix de laisser ces productions sur Vimeo mais de les référencer dans le portail. Donc là, c'est plutôt un gros travail qui a été mené pour permettre d'accéder à ces ressources numériques. Et l'autre aspect, c'est ce qui a été modifié dans les relations publiques-externes, c'est qu'évidemment, on a beaucoup plus de demandes à distance, par mail, par téléphone, et on a mis en place des rendez-vous réguliers, c'est-à-dire que comme on fait cette formation ou cet accompagnement de certains chercheurs que l'on avait l'habitude de faire sur place, quand ils ne pouvaient pas ou qu'ils ne peuvent pas se déplacer, on a eu aussi beaucoup d'étudiants qui, avec la pandémie, sont retournés vivre chez eux, avaient des cours à distance et ne pouvaient plus du tout se déplacer dans nos centres de doc, même quand on a réouvert. Eh bien, on prend des rendez-vous téléphoniques, voire visio, avec ces étudiants et ces chercheurs à distance pour les accompagner dans leurs besoins de recherche, dans la méthodologie. Donc ça, c'est un service qu'on ne faisait pas du tout avant, évidemment, puisqu'on leur disait « venez ». Voilà. C'est peut-être les deux aspects les plus importants du changement depuis... je ne sais pas si ça va perdurer, parce qu'on leur a donné des mauvaises habitudes, du coup, quand même. Ça serait bien qu'ils reviennent aussi un petit peu chez nous. Et de toute façon, pour consulter certains documents, ils sont bien obligés maintenant de se redéplacer. Donc pour le LAM, donc le portail étant relativement récent lui aussi, hein, il date de l'année dernière. C'est vrai que là, en termes d'offres de services, nous, là, depuis sa mise en ligne, on s'est attaché à y signaler, alors ça rejoint un petit peu aussi ce que Céline vient de dire, des ressources qui n'étaient pas du tout référencées, mais surtout des ressources qui ont été produites spécialement par le musée et la bibliothèque pendant le confinement.
Alors, par rapport à des choses produites par le musée, je pense notamment à des séries de podcasts, une série grand public et une série jeunesse, et puis aussi toute une série de vidéos de médiation qui ont été produites pendant le confinement pour essayer de faire vivre notre exposition Kentridge, qui a dû malheureusement fermer ses portes. Et puis voilà, ce genre de choses. Donc des vidéos qui sont hébergées sur YouTube et les podcasts qui sont sur SoundCloud. Aujourd'hui, vous pouvez les retrouver, elles sont signalées, indexées dans notre portail et à visionner aussi directement sur le portail. Donc c'est vrai que ça permet de faire vivre finalement ces contenus spécifiques qui ont vu le jour finalement grâce à cette triste période, mais voilà. Et puis des contenus aussi que la bibliothèque a créés pendant cette période de confinement, puisque c'est vrai que la bibliothèque a accentué sa présence sur les réseaux sociaux dès mars 2020, c'est-à-dire qu'on était très très peu présents sur les réseaux sociaux du musée, parce qu'on n'a pas nos propres réseaux sociaux, mais on était très peu présents sur les réseaux sociaux du musée, et du coup là, on nous a invités effectivement à investir massivement, je dirais, les réseaux du musée, et à tel point qu'on avait un post hebdomadaire à la bibliothèque, tous les vendredis, il y avait son post #bibliolam. Et du coup, c'est vrai que tous ces contenus-là qui ont été produits spécialement, qui sont alors parfois des choses très anecdotiques, la diffusion d'un poème ou ce genre de choses, et parfois comme des vraies notices d'œuvres, des vraies notices d'ouvrages. Aujourd'hui, moi, je les ai récupérés, un petit peu retransformés en PDF et intégrés effectivement à la suite de la notice des livres. Et ça, c'est directement accessible sans question de droit, parce que c'était au départ sur les réseaux sociaux, donc c'est accessible aussi. Et puis, on a dans l'équipe de la bibliothèque un chargé de photothèque qui est aussi photographe du musée et qui, du coup, a mené une vaste campagne photographique sur les livres, certains livres illustrés et beaucoup de livres d'artistes qui n'étaient pas du tout photographiés, puisque, comme j'ai expliqué, on a un double statut pour certains des ouvrages. Donc, ceux qui ont le statut d'œuvre étaient bien photographiés, bien dans la collection en ligne. Les autres étaient très, très peu visibles. Et du coup, cette campagne photo, effectivement, on a inséré aussi les photos à la suite de la notice du document. Mais pour des questions de droit, effectivement, là encore, effectivement, il faut avoir un compte lecteur ou être sur place, parce que pour des questions de droit, sinon, c'est très, très compliqué. Mais voilà. Merci à toutes les trois. Donc, j'invite tout le monde à aller surfer sur ces... On dit toujours surfer? Ouais, on dit toujours surfer. Sur ces différents portails qui sont, encore une fois, très variés et qui, je pense, dans leurs différentes dimensions, peuvent répondre à un certain nombre de questions ou peuvent donner un certain nombre d'idées à chacun et à chacune d'entre nous si on est en cours de réflexion sur un portail, ce qui est totalement le cas à l'INHA, doublement. Donc, merci beaucoup, mesdames. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oups. Alors, bonjour, Fleur Thiedaming de la Fondation Custodia. J'avais une question pour Madame Latil. Ça m'intrigue beaucoup, ces rendez-vous téléphoniques. Quel genre de service avez-vous pu proposer? Parce que du coup, moi, je m'imaginais en ligne avec un lecteur ou lectrice, et qu'est-ce que je peux lui proposer alors que je ne peux pas lui donner les livres? Est-ce que je fais les recherches à sa place? Est-ce que Bref, je suis très curieuse. C'était une question, c'est ce qu'on fait habituellement en direct quand on a les étudiants qui arrivent avec une demande qui n'est pas toujours très claire. Soit parce qu'elle est tellement énorme qu'on n'arrive pas, soit on n'arrive pas à cerner le sujet, on n'arrive pas à cerner leurs besoins. Donc, il n'est pas question de faire la recherche à leur place. C'était très basique. Je trouvais que par mail échanger, ça me prenait trop de temps. Donc, j'ai pris mon téléphone et Alors, c'est pas un service affiché dans le portail. On ne vous propose pas des points téléphoniques ou visio. Mais c'est juste que par la force des choses, on a été amené à recontacter parfois, à finir par proposer un rendez-vous parce que c'était... Et moi, j'ai trouvé que c'était drôlement plus simple, en fait, de le faire. Et du coup, la visio, par contre, permet de faire une démo portail en direct. Ça, c'est évident qu'un rendez-vous visio, quand l'étudiant ou le chercheur a besoin d'avoir plus d'informations, parce que c'est quelque chose de... Alors, on parlait tout à l'heure des pertinences de résultats de recherche, de bruit.
Nous, dans notre fonds documentaire, on a, si vous faites une recherche sur Boltanski, vous avez énormément de bruit. Alors même si on a des facettes qui permettent de restreindre la recherche, etc. À l'inverse, quand on est sur des artistes émergents, où il y a très peu d'informations, les quelques informations qu'on a remontent très vite. Donc, mais pareil, il y a des ça ne se voit pas forcément tout de suite, mais notre page d'accueil, là je l'ai fait tout à l'heure de façon... voilà, on a des scénarios de recherche, mais si on ne le montre pas, ça, les gens ne vont pas forcément voir, qu'ils peuvent faire une recherche que sur le catalogue, que sur la base des DOF, que sur la photothèque, ou au contraire que sur les archives. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça, leur expliquer parfois les facettes, je sais pas moi, sur le numérique, voilà, on a fait effectivement des scénarios et puis des formulaires spécifiques sur certains fonds. Enfin voilà, leur expliquer la question des droits, parce que ça c'est ce qui bute le plus. C'est mais pourquoi le document il n'est pas accessible? Je comprends pas pourquoi il y a cette fenêtre noire qui s'affiche. Enfin voilà. Donc il y a toutes choses qu'on explique habituellement en direct dans notre salle de lecture et que il a fallu trouver une autre solution pour. Après, nous, on n'a pas la fréquentation d'INHA, hein. On n'a pas non plus 250 demandes par semaine. On est sur un petit nombre de lecteurs, donc ça permet une relation peut-être plus privilégiée aussi. Voilà. Bonjour. J'avais une question pour Stéphanie Verdaven. C'était au sujet du compte lecteur que vous venez d'évoquer. Si j'ai bien compris, c'est en lien avec votre catalogue d'œuvres et donc c'est lié au droit d'auteur. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Donc c'est sécurisé, mais c'est quand même à distance, c'est numérique. Donc vous payez des droits ou pas du tout pour ça? Comment ça se passe? Je ne me suis peut-être pas exprimée correctement. Par rapport au compte lecteur, c'est le même principe que du côté du MacVal, c'est-à-dire que le compte lecteur vous permet de vous identifier et donc d'accéder à des contenus qui sont soumis à des droits, puisque effectivement, à chaque fois que j'intègre une ressource numérique, je lui attribue des droits. Effectivement, soit c'est accessible tout de suite, soit c'est sur authentification. Et donc c'est à ce moment-là, effectivement, que le compte lecteur permet d'accéder finalement à ces ressources. Du coup, il n'y a pas de lien avec la collection en ligne du musée, parce que la collection en ligne du musée, c'est un autre outil, alors qu'on essaie effectivement là aussi de créer des liens entre les deux. Le portail il y a la même problématique au MacVal. On a vraiment les mêmes outils, les mêmes problématiques, à la fois sur le côté portail et côté base des collections, on a les mêmes outils. Et l'idée aussi, c'est de créer du lien entre cette collection en ligne du musée et finalement les ressources de la bibliothèque qui documentent ces collections du musée. Et c'est là, après, c'est des questions d'outils, d'argent aussi, si on veut développer des choses interopérables ou pas. Mais non, il n'y a pas d'histoire de compte lecteur du point de vue de la collection du musée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Eh ben, on va passer à un autre portail en cours de développement, donc. Avant d'enchaîner, on va faire une pause, ce qui permettra à tout le monde d'aller boire, se dégourdir les jambes, avant de terminer. Donc on reprend dans 10 minutes, à -5, histoire de ne pas perdre les bonnes habitudes.